Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur Télé Saxon. Vous en pouvez plus du foot, vous en pouvez plus des mauvaises nouvelles et vous souffrez de la chaleur, alors vous êtes au bon endroit pour passer une bonne soirée en notre compagnie. Ce soir nous proposons un programme plutôt artistique avec de la musique, de la danse, voire même du folklore. Et nous vous proposons aussi un portrait de John Hove, un illustrateur d'origine canadienne. Alors comme ça vous dit pas grand chose, mais si je vous dis Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit, là je crois que vous êtes sur la bonne piste. Donc on aura la joie en fait de voir ce reportage tout à l'heure. Mais pour commencer, je vous propose un sujet rafraîchissant, justement. Donc effectivement, on souffre un petit peu de la chaleur, un peu de pluie, ce serait bienvenu, mais trop de pluie, ça peut poser aussi pas mal de problèmes. C'est ce que en fait ont testé notre état-major catastrophe au cours du mois de juin lors de son exercice grandeur 1-1 pour voir comment ça se passait, si effectivement une partie du village devait être évacuée en fonction, je ne sais pas, peut-être d'une anomalie liée au Rhône, si le Rhône débordait, qu'est-ce qui se passerait. Donc voilà, ils ont voulu tester ça en grandeur réelle. En cette matinée du 19 mai, on va donc entamer immédiatement ce rapport numéro 1 du matin. Je passe immédiatement la parole au chef d'état-major. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet exercice du 19 mai. L'alerte qu'on a reçue hier à 17h30. Depuis 3 jours, nous subissons des pluies intenses et la situation est très difficile. Météo Suisse émet à degré 4 des précipitations et une évolution vers le degré 5. Le débit du Rhône hier à 15h était à 700 m3 seconde à Sion, au degré 4, et des fortes pluies sont annoncées pour ces 40 prochaines heures. Sur ce, avec l'autorité du président et le conseiller, on a décidé de mettre... Alors aujourd'hui a lieu un exercice d'état-major catastrophe en collaboration avec les sapeurs-pompiers. Le but c'est d'entraîner tous les services qui sont autour de la table pour, en cas d'événement exceptionnel sur la commune, on ait une certaine routine. C'est pour ça qu'on fait à intervalles réguliers des exercices. Et aujourd'hui on le fait à l'échelle 1-1 puisque on fait avec les pompiers qui, eux, vont aller sur le terrain, faire du porte-à-porte dans 3 secteurs. Le but étant de savoir combien de temps ça nous prend pour faire du porte-à-porte, combien de personnes on aura à charge en cas d'événement, en cas d'évacuation de la plaine du Rhône, c'est de savoir combien de personnes on a à gérer, combien il faudra prévoir de repas et autres. C'est des chiffres qu'on n'a pas et c'est un peu cet exercice. C'est de faire aussi une collaboration entre ces 2 services et puis de faire un exercice 1-1. On n'a jamais fait ça, on n'a aucune idée de combien ça nous prend le temps pour faire le porte-à-porte. Il faut juste s'imaginer que quand on va devoir aller en cas de catastrophe et d'évacuation de la plaine du Rhône, sonner à chaque porte, dire aux gens d'évacuer leur immeuble ou leur habitation, et puis qu'il faut leur expliquer, ça va prendre 1-2 minutes par porte. Et dans certains secteurs, on a une centaine de logements, je vous laisse prendre, ça peut prendre des heures. Et alors aujourd'hui, l'exercice, c'est de dire combien d'hommes on met et combien de temps ça nous prend pour qu'en cas d'exercice d'évacuation réelle, nous, on puisse savoir à quel moment on doit déjà commencer. Et voilà. Ça, c'est les grandes lignes de l'exercice d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on a une situation qui est dans le scénario, c'est qu'on a des fortes pluies, une fonte des neiges qui est accélérée par les pluies, puisque la limite des pluies est à 2800 mètres. Et comme on a encore énormément de neige autour de la Piravore, on a des risques de lave torrentielle. C'est pour ça qu'on travaille sur les crues des torrents. Ce matin, là, on est maintenant en situation de crue des torrents, de lave torrentielle potentielle qui peuvent arriver. Alors on prend des mesures pour éviter d'avoir des bouchons sur des ponts. Au prochain rapport, on va devoir prendre des décisions de mise en place de certaines choses. Et on a un débit du Rhône
dans le jeu d'aujourd'hui qui est relativement élevé que des risques. On a aussi déjà maintenant beaucoup de pompage dans la plaine, dans les secteurs qu'on va devoir évacuer. Alors on a ce phénomène de risque d'inondation de la plaine du Rhône en même temps. On joue sur deux tableaux pendant un moment de la matinée, jusqu'à un moment où l'autorité va nous dire prenez les mesures urgentes suivantes. Et puis prendre d'autres mesures pour évacuer les personnes dans la plaine du Rhône. Et là, on partira dans l'exercice 1-1 avec les pompiers à partir de, je sais pas, entre 10h, 11h, midi. Et on va aller jusqu'à 2h non-stop. On est dans un exercice. On a quand même fait un courrier au secteur concerné pour les avertir qu'ils vont avoir la surprise d'avoir les pompiers qui vont sonner à leur porte. C'est quand même... on a averti, on est dans un exercice, c'est quand même pas que les gens soient trop surpris. Alors là, les gens étaient informés, oui. Ils ont été informés par courrier et aussi avec la nouvelle application C'est Noté par Natel. Alors je profite un peu de l'occasion aussi pour dire tous les habitants, donnez vos informations de Natel sur lesquelles on peut vous envoyer des messages. On peut vous envoyer toutes sortes de messages, coupure d'eau, inondation, évacuation, des problèmes, et vous êtes informé directement, beaucoup plus rapidement qu'un courrier A. Alors, ce qu'on peut dire sur cet exercice, c'est que suite au professionnalisme des pompiers et puis de l'engagement de tous les gens sur le terrain, on a vraiment une excellente collaboration et une excellente coopération de la part des habitants. Pour nous, c'était vraiment très important de pouvoir avoir une idée claire et précise du temps qu'il nous faudrait en cas réel d'évacuation. Quartier 11, évacué. Terminé. Ils ont la jeunesse, mais déjà le talent, et certainement l'avenir devant eux. Je veux parler de Anne-Sophia Serres, Arthur Trellness et Rocco Michela. En fait, tous les trois sont passés à l'espace Consonance dernièrement pour donner un petit concert en fait, lors de la soirée Jeune Talent de Lionel Monet. Et ils nous ont enthousiasmés en fait, par leur virtuosité de jeu.
Elle nous revient avec une nouvelle création inépuisable devrais-je dire. Laure Dupont, danseuse de Saxon bien sûr, a quitté momentanément ses chaussures ou ses ballerines devrais-je dire pour la mise en scène. Un exercice difficile mais on peut dire réussi avec l'aide de ses danseurs de la compagnie Bertha. Des images enregistrées à la Vidondée de Ried par Patricia Vaudant et moi-même. Maintenant, nous vous proposons de regarder le portrait de John Hove, illustrateur d'origine canadienne, qui s'est fait connaître notamment pour ses différents travaux sur le fantastique et le médiéval. D'ailleurs, en fait, ça lui a valu d'être contacté par Peter Jackson, réalisateur qui a notamment réalisé justement la trilogie des Seigneurs des Anneaux et du Hobbit. Oui, Tolkien a fait un voyage, un peu le voyage obligatoire en Suisse quand il avait 19 ans, donc il y a un certain temps. Je sais il est possible qu'il ait visité, je ne sais pas exactement son trajet dans les Alpes, mais je sais qu'il était à Grindelwald. Il est possible qu'il ait vu le Cervin, puis il a un tout petit peu voyagé dans les Alpes. Donc je crois que la Suisse l'a marqué d'une certaine manière parce que
la haute montagne, il n'y en a pas en Angleterre. Et on retrouve un peu le trace de la Suisse dans ses écrits. Mais je sais qu'il y a un coin à Grindelwald où on pourrait se poser sur un champ ou un promontoire et voir vraiment la vallée de Fauncombe exactement telle qu'elle, comme il l'a dessinée. J'ai déjà vu des photos qui comparent les deux et c'est frappant. Donc c'est clair que son passage en Suisse l'a beaucoup inspiré. Concernant l'illustration Merlin de 1983, vous nous confiez avoir été inspiré par les rives du lac de Neuchâtel et d'un cantonnier valaisan. Est-ce que vous auriez une anecdote un peu plus là-dessus à nous expliquer? Oh, écoutez, j'ai vu un reportage dans l'Illustré à l'époque qui parlait d'un cantonnier. Je ne savais pas qu'il était cantonnier, je crois, mais qui parlait d'un valaisan et qui avait une tête remarquable. Et puis je me suis dit, mon Dieu, j'ai qu'une photo dans l'Illustré, j'ai envie de voir mieux ce bonhomme. Donc j'ai pris contact avec l'Illustré qui a bien voulu communiquer ma requête à l'homme en question et je suis allé le voir au-dessus de, non pas Saint-Maurice, mais par là, quoi. Vieille maison dans la montagne et il était effectivement cantonnier pendant des années et des années dans ce coin-là. Très très gentil, j'ai fait des centaines de photos et puis depuis, c'est ma référence pour Merlin. Pas systématiquement, mais très souvent c'est intéressant de trouver quelqu'un de vrai, enfin une vraie personne qui vous impose un tas de choses que vous ne pouvez pas inventer et qui finalement habite un personnage dans votre imaginaire. Il y a beaucoup de monde qui est passé, je suis un peu chasseur de tête dans ce sens-là. Si je vois quelqu'un qui me plaît vraiment beaucoup, des fois je prends mon courage à deux mains et je demande si c'est possible de faire des photos, de faire des portraits. Et puis ça donne... ouais, j'ai pas mal, une grande galerie à la maison de personnes quoi, qui ont été d'accord de participer à des dessins. Fut un temps où vous aviez toujours votre sac à dos, votre cutter, vos crayons? Maintenant, je les ai toujours avec moi, oui, sauf le cutter dans les avions, on ne peut plus. Mais ouais, mais j'aime bien, j'ai un grand attachement à ces cahiers de croquis que je remplis plus ou moins régulièrement. C'est que ça ne demande pas de batterie, c'est pas connecté au net. Je peux mettre beaucoup d'images dans un cahier et je profite de tous les instants où j'ai rien d'autre à faire, justement pour laisser un peu traîner le crayon là-dessus puis voir ce qui arrive. Je crois qu'il ne faut pas sous-estimer le bénéfice de juste laisser se promener son crayon. Donc j'ai toujours plus ou moins sur moi la trousse de crayons et le cahier. Vous pourriez nous expliquer professionnellement qu'est-ce qui a changé dans votre travail après avoir travaillé avec Peter Jackson, professionnellement seulement déjà? Bah déjà, après les 6 années passées en Nouvelle-Zélande, tout le monde a oublié que j'existe. On est un peu disparu de la circulation pendant quand même un certain temps. Donc je suis revenu maintenant plus dans le monde de l'édition et du concept pour les jeux et autres. Artistiquement, peut-être que c'est clair qu'on finit par être identifié au travail qu'on a pu faire. C'est sûr que c'est agréable quand ce travail a été vu par un grand nombre de personnes, ce qui fait que les gens qui vous contactent vont vous contacter a priori pour des projets qui peuvent être vraiment intéressants. Donc c'est clair qu'il y a un côté diffusion de son travail qui est très chouette. Sinon, ça a changé, je ne dirais pas que ça a changé ma vie complètement, mais ça m'a un peu élargi les horizons. Ce que j'ai surtout ramené de la Nouvelle-Zélande, c'est l'appréciation de ce pays, les paysages qui sont extraordinaires, et aussi les connaissances que j'ai pu acquérir au niveau du numérique pour le cinéma. Ce qui a vraiment changé peut-être, c'était de s'apercevoir qu'il y a tellement de monde dans les métiers de création qui sont tellement différents et qui peuvent finir par vous envoyer n'importe où, vous solliciter de quelque part de très inattendu et vous retrouver à faire quelque chose que vous ne pensiez jamais faire.
Donc ce côté-là, c'est très intéressant. Je pensais jamais, quand je faisais les beaux-arts, enfin les arts déco à Strasbourg à 18-19 ans, je pensais jamais qu'un jour je me trouvais en Nouvelle-Zélande à créer des nains et des dragons. On ne sait jamais. C'est ça le grand intérêt d'un métier de création qu'on emporte avec soi finalement, puisque ces compétences, on les accumule, on les peaufine, on les garde, ils sont avec vous, ils sont portatifs. Vous pouvez travailler n'importe où, on peut vous solliciter de l'autre côté de la Suisse comme de l'autre côté du monde, ou bien dans la même ville où vous habitez, vous pouvez vous trouver dans des coins très inattendus, à faire des choses que vous ne vous attendiez pas à faire. Mais finalement, ça relève toujours de la création, de l'imagination. Ce qui a peut-être un peu changé maintenant, c'est que j'ai plus d'occasions pour en parler, pour expliquer, et justement pour rencontrer des jeunes personnes comme ici à Saxon, ce qui me plaît beaucoup. C'est une opportunité pour moi justement de participer à quelque chose que j'aurais voulu faire quand j'avais leur âge, c'est justement de rencontrer des gens qui ont passé un certain temps dans un métier que je voulais faire, et puis j'avais pas cette occasion-là quand j'avais le même âge. Donc c'est un peu ma façon de participer à cette créativité. Aujourd'hui, vous êtes ici à Saxon, dans les locaux de l'École professionnelle des arts contemporains. Pour ceux qui ne vous connaissent pas trop, seriez-vous finalement quelqu'un d'accessible qui apprécie partager avec la jeune génération? Vous avez en partie répondu déjà avant. Mais... J'aime beaucoup finalement. J'enseigne une matinée par semaine à Neuchâtel à l'Académie de Meuron, donc le dessin de base, la perspective, l'anatomie, etc. Et j'ai fait aussi des interventions comme ici à l'EPAC que j'aime bien mettre sur 3 jours pour réaliser justement un travail extrêmement concentré mais soutenu autour du concept. Et puis ça me plaît beaucoup de voir des jeunes personnes qui sont à ce stade où ils sont complètement en devenir et de voir comment ils réfléchissent, comment ils travaillent, et puis de tenter de leur apporter ce que je peux à mon niveau. Le conseil qu'il m'a donné, en fait, c'est plus au niveau du dessin. Parce que depuis que je fais ce stage avec Jono, j'ai vraiment appris pas mal de choses. Déjà, pour la petite anecdote du crayon, avant je dessinais avec ça. Il m'a vu comme ça faire mon croquis, et puis il a pris mon crayon et puis il a fait « Mais comment tu peux dessiner avec ça ? Comment tu peux dessiner avec ça ? Mets-toi là. Comment tu peux dessiner avec ça ?» Comme ça, il m'a posé, il a sorti sa trousse et puis il m'a montré genre un crayon comme ça, et puis il fait ça, c'est un vrai crayon, il faut dessiner avec ça. Donc déjà plus long, c'est ça? Ouais, déjà plus long, et puis taillé à la main surtout en fait. Et puis là, j'ai pris un cutter, j'ai taillé mon crayon. Et puis voilà, donc au début j'avais ce genre de dessin. Il m'a fait un dessin pour me montrer à peu près comment il voulait, plus léger. Donc, ouais, donc ça c'est le dessin de John O. Et j'ai débouché sur ça. Sur le grand là? Ouais, sur le grand, ouais. Okay. Du coup, ça lui a vraiment très plu. Il a des problèmes de promotion, il m'a dit fais attention. On voit que la jambe elle est plus grande ici. Ok. Et ça m'a déjà donné un début. Et puis c'est bien pour les élèves, j'espère. Ils vous diront si c'est le cas ou pas. Mais ils sont au point où ils ne savent pas encore complètement où ils vont, ce qu'ils vont en faire. Ils ont quelque chose, ils ont ce qu'on appelle un don. Un don, c'est quoi? C'est d'une part une certaine facilité et d'autre part l'incapacité de ne pas le faire. Ils ont envie de dessiner, alors que logiquement ça ne rime pas à grand-chose. Donc c'est presque une sorte de déséquilibre qui vont transformer en force et en équilibre petit à petit au fur et à mesure qu'ils progressent. Et c'est intéressant d'apporter à ces jeunes personnes, à ce stade-là, autant de choses qu'on peut, puisqu'après, ils sortent du cadre de l'école, ils se dispersent, ils sont dans la vie professionnelle ou pas. Ce moment-là est crucial quand même. Ils sortent d'une douzaine d'années de scolarité obligatoire
qui n'a pas forcément été une sinécure pour tout le monde. Là, ils sont enfin de nouveau dans un cadre, mais un cadre qu'ils ont choisi. C'est très très important de leur donner justement tout ce que l'on peut. Et le grand intérêt d'une école comme l'EPAC ou comme là, n'importe quelle école d'art, c'est que finalement vous participez à créer des gens qui vont travailler presque dans l'intangible, puisqu'ils ne savent pas encore ce qu'ils vont faire. Ce n'est pas du tout cadré par rapport à une industrie. Mais vous allez former des gens qui ont un ancrage, malgré tout, ici, et qui vont acquérir des possibilités, qui vont les envoyer un peu partout. Donc c'est très 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 important. C'est vraiment un geste de la part je veux dire, chaque école d'art, malgré tout, même si je connais le refrain, oui, on fait que de former des chômeurs, des gens qui ne trouvent pas de boulot, non, c'est faux. Vous formez des gens indépendants, motivés, compétents, mais pour qui le travail n'est pas encore très défini, et ça peut être dans des domaines extrêmement différents. Donc du coup, vous envoyez dans le monde, chaque année, une petite équipe d'individus motivés, doués. On ne sait pas où ils vont atterrir et ce qu'ils vont faire, mais c'est extraordinaire de pouvoir le faire. Qu'ils aient la possibilité de faire ça, quitte à voir après coup que ce ne sera pas une profession, mais ça peut occuper une place dans leur vie, je trouve ça super. Dieu sait qu'on a besoin de personnes créatives qui sont un peu... Ils ne savent pas forcément ce qu'ils veulent faire, mais c'est très important de les motiver, de les former, de leur donner la solidité nécessaire pour survivre dans un métier qui est quand même difficile. Et tout ça me motive beaucoup pour participer à ce genre de stage. Je crois que c'est très important. Et je vois l'énergie et le travail qu'ils fournissent sur ces 3 jours. C'est très impressionnant quand même. Vous dites souvent qu'une illustration, c'est une proposition, c'est une rencontre entre l'auteur et l'illustrateur. Est-ce que vous pourriez nous parler brièvement d'une de vos plus belles rencontres? Peut-être c'est les rencontres qu'on a pu faire, que j'ai pu faire avec certains auteurs. Je pense notamment à Robin Hobb, dont je connaissais le travail depuis longtemps, avec qui j'ai collaboré à distance pendant presque 20 ans, avant qu'on se rencontre un jour. Alors c'est toujours très étonnant de mettre une personne derrière les emails, les correspondances, les couvertures et tout le travail que finalement on a accompli ensemble, mais à distance. Ces moments-là sont toujours très précieux. Si je pensais à d'autres rencontres, ça serait à la limite des rencontres avec des artistes qui sont plus de ce monde, des peintres, des artisans, des artistes, dont le travail m'interpelle. Et à ce moment-là, on voyage quand on peut et on va voir les tableaux dans les musées. Et c'est une façon de s'approcher de ces gens-là qui sont depuis longtemps partis. Et des fois, c'est absolument magique. Vous connaissez un tableau par cœur, puisque vous avez des bouquins là-dessus, vous l'avez vu sur le net 1000 fois. Vous vous trouvez devant, c'est complètement autre chose, puisque du coup, on sait quelle taille c'est, on voit la texture, on voit les techniques, on voit la fragilité de l'œuvre, c'est extraordinaire. Donc ce n'est pas que des rencontres de personnes, ça peut être aussi, et c'est ce que je retiens de la Nouvelle-Zélande, c'est la rencontre avec ce pays, justement, qui est tellement extraordinaire. J'aimerais bien avoir le prétexte de travailler sur un film pareil en Suisse, où on pourrait aller dans les vallées complètement paumées, des coins inédits et inattendus, tôt le matin, tard le soir, d'avoir vraiment un travail qui permet justement d'aller sentir l'âme d'un pays, c'est très très chouette. Est-ce que vous avez eu une vision ou une pensée qui ne vous a pas lâché, que vous avez toujours aujourd'hui, à laquelle vous êtes accroché pour continuer peut-être? Oui, peut-être plusieurs choses, peut-être. L'envie de garder un regard un peu neuf sur un peu tout, de ne pas devenir blasé par rapport à ce qui m'entoure, même si je connais très bien mon environnement, de rester attentif à tous ces jeux de lumière, de profondeur et tout le reste,
et de toujours aller chercher un sens dans les choses que l'on dessine et les choses que l'on voit. Et je crois que c'est cette façon de réunir ces éléments qui permet de rester créatif et garder l'énergie pour travailler. Je suis constamment passionné par des choses que je découvre. Et je crois que le jour où on arrête d'être passionné, c'est un peu le jour où il faut raccrocher les pinceaux. Mais c'est pas demain, Dieu merci. Notre émission arrive gentiment à sa fin et nous proposons en fait comme dernier film une séquence rétro bien sûr. Donc il s'agit d'une fête de l'abricot enregistrée en 1981. Une fête qui a été filmée à l'aide de nos caméras Super 8 à l'époque, un télésaxon n'existait pas. Donc un sujet que c'est Georges qui nous a préparé ça. Quant à moi, je vous propose de nous revoir le mois prochain pour bien sûr une nouvelle émission. Bonne soirée. Amis du verger valaisan, amis de l'abricot, amis de Saxon, bonjour!
Come on. No, no. So, Après les discours de bienvenue de M. Roth, président de la commune, et de M. Masseret, directeur de l'Office central pour la vente de fruits et légumes, nos hôtes sont invités à visiter les champs d'abricotiers.
ces pieds nus, je n'ai pas pu m'empêcher de t'aimer. Les fleurs s'étaient parées de leur plus belle robe, et dans la forêt on entendait tout le monde chanter. C'est une belle fête, le soleil apparaît. C'est une belle fête, l'été vient d'arriver.
chemin, papa. C'est vraiment fatigant d'aller où tu vas. Il est long, il est loin ton chemin, papa. Tu devrais t'arrêter dans ce coin. Tactique du gendarme, c'est de bien observer sans se faire remarquer. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des troupes. Contravention, allez, allez, pas de discussion. Allez, allez, exécution, allez, allez. Je connais le métier, la tactique du gendarme, c'est de verbaliser avec autorité. Wow.